Bonjour chers élèves, donc j'espère que vous avez passé un très bon concours ce matin. Donc ce concours cette année qui a eu lieu pour la première fois, c'est un concours commun entre la faculté de médecine, de dentaire et de pharmacie. J'attends vos commentaires pour savoir comment vous avez trouvé les concours, faciles, difficiles, très difficiles. Bien, de ma part, j'estime que le concours, au moins sur la partie physique-chimie, était très correct. Je dirais même des questions qui sont vraiment très très faciles. D'autres, il y a un petit peu de réflexion et c'est normal. De toute façon, c'est un concours. L'essentiel, c'est d'essayer d'avoir le maximum de notes possible. Donc voilà, je vais vous proposer le corrigé de la physique dans cette vidéo et j'attends bien sûr vos commentaires concernant la difficulté de ce concours. Bien, donc première question, c'est la question 21, elle concerne ce schéma-là et on vous demande à partir de ce schéma de déterminer la longueur d'onde. Bien sûr, la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux maximums, puisque c'est une courbe ici qui est tracée en fonction de x. Donc, il suffit de repérer deux maximums consécutifs, de lire directement la longueur d'onde sur le schéma. Il est en centimètres. Vous voyez que bien, vous avez ici 1, 2 cm. Donc, très facile, la longueur d'onde, la réponse c'est d, lambda égale à 2 cm. Deuxième question, question 22, on vous demande la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. D'accord? Bien, donc qu'est-ce qu'on connaît comme données? On connaît l'instant où on a pris cette photo. Cette photo a été prise à partir de 0,1 seconde, à partir du temps où le vibreur a commencé. Il a vibré, donc le temps qui s'est passé, c'est 0,1 seconde. Quelle est la distance parcourue pendant 0,1 seconde? Attention ici, le vibreur, il est au milieu et les ondes se propagent dans toutes les directions. Donc la distance parcourue, c'est cette distance-là. C'est 4 cm exactement. Donc vous connaissez la distance parcourue pendant 0,1 seconde. Bien sûr, la vitesse, c'est la distance sur le temps et ça vous donne 0,4 mètres par seconde, c'est encore la réponse D. Ensuite, là, il faut trouver l'élongation d'un point M de la surface de l'eau située à 0,4 mètres de S. Donc, première chose, donc là, on vous donne l'élongation de la source, d'accord? Et on vous demande de déterminer l'élongation d'un autre point M. Bon, ça, on l'a fait plusieurs fois. Première chose, il faut déterminer la fréquence. Comme ça, vous allez éliminer plusieurs réponses. Donc là, quelle est la fréquence? La fréquence, on connaît la vitesse, on connaît la longueur d'onde. Donc, je peux déterminer, bien sûr, la fréquence est égale à quoi? Est égale à la vitesse divisée par la longueur d'onde. Donc, je connais la vitesse, je connais lambda. Donc, la fréquence, c'est 20 Hz. Vous multipliez 20 par 2, ça vous donne 40 Hz. Donc, vous voyez, tout, il va rester uniquement le choix entre la réponse C et la réponse D. Donc, vous avez déjà éliminé A, B, E. Rien qu'en calculant la fréquence. Maintenant, vous avez deux réponses, l'une en phase, l'une en opposition de phase. Donc, pour savoir, il suffit de déterminer la distance SM en fonction de lambda. Vous avez SM, bien sûr, bon, vous avez la distance SM, vous avez deux possibilités, comme je disais. Donc, la distance SM, c'est 20 cm, ça fait un nombre entier de lambda. Donc, S et M sont en phase. Donc, il y a une seule bonne réponse qui est la réponse D. Donc, vous voyez, c'est encore la réponse D. Ah. Bien. Maintenant, on passe à la lumière. On vous donne la longueur d'onde d'une radiation lumineuse dans le vide. Et qu'est-ce qui est donné? Il est donné la fréquence et la vitesse de la lumière. Bon, lambda, il suffit de faire l'application numérique. C'est C sur V. Ça vous donne 3 cinquièmes, 10 puissance moins 6 et 3 cinquièmes, c'est 0,6 et ça fait 600 nanomètres. Et la réponse, donc vous voyez tout ça, je pense c'est très facile, c'est la réponse C. Maintenant, quelle est la valeur de l'indice? Là aussi, il suffit de voir les vidéos que j'ai proposées avant dans les concours. J'ai donné cette relation, je ne sais pas combien de fois, n égale à lambda 0 sur lambda. Donc 6 divisé par 4, c'est 1,5. De toute façon, n est supérieur à 1. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas faire lambda sur lambda 0, vous allez trouver n inférieur à 1. Donc, la seule possibilité, bien sûr, c'est lambda 0 sur lambda.
ou bien vous rappelez lambda égale à lambda 0 sur n. Donc là, c'est 1,5. La réponse, c'est B. Maintenant, voilà un exercice que j'ai appelé dans certains QCM un exercice d'analyse. C'est-à-dire quoi? On vous demande dans cet exercice qui apparaît compliqué, mais il suffit d'analyser les données. Et vous allez voir, c'est un exercice extrêmement facile. D'accord? Bien, on vous donne la vitesse qui est égale à 1 sur racine carrée de ρ fois d. Ρ, c'est la masse volumique. D, c'est une grandeur qui est 0,5 divisé par la variation de la pression dans le système international. On vous donne 1 cm de mercure, c'est 1,3 kPa. Ρ, voilà la delta P, racine de 13 et racine de 20. Bien. Première question, quelle est la dimension de D? Vous avez deux méthodes de calculer, de retrouver la dimension de D. Soit d'utiliser cette formule, soit d'utiliser celle-là. Je vais faire les deux. Si je commence, si j'utilise D est égal à 1 sur P. Donc vous voyez, vous savez que la pression, ça vous l'avez fait en bac 1, c'est une force divisée par la surface. Et la force, c'est la masse fois l'accélération. Donc la dimension de D, c'est l'inverse de la dimension de pression. Donc ce sera la dimension de la pression divisée par la dimension de la force. La pression, c'est la surface, pardon, divisée par la dimension de la force. Surface, c'est longueur au carré, c'est mètre carré. La force, c'est Newton. Rappelez-vous la deuxième loi de Newton, la force est égale à m fois gamma. Donc Newton, c'est la masse fois l'accélération. L'accélération, c'est quoi? C'est longueur sur t carré. Donc longueur t carré. Vous simplifiez par longueur et ça vous donne longueur, masse moins 1 et un temps au carré. Donc la réponse, c'est C. Ou bien, vous pouvez utiliser la définition de V. C'est 1 sur ρ fois D. Vous allez déterminer D qui est égal à 1 sur V carré fois ρ. Donc la dimension de D, c'est l'inverse de la masse volumique. Donc c'est le volume divisé par la masse, longueur au cube divisé par la masse. Et l'inverse d'une vitesse au carré, vitesse c'est la distance sur le temps, donc l'inverse c'est temps au carré divisé par longueur au carré. Vous simplifiez par longueur au carré et ça vous donne m moins 1 fois longueur fois t au carré et je retrouve exactement la même chose. Donc vous avez deux méthodes pour retrouver la réponse C. Vous voyez là, c'est un exercice qu'on appelle un exercice d'analyse. Vous pouvez juste prendre les données et peu importe tout ce qui est texte en général, ça amène pas grand chose. Bien. Ensuite, on vous demande de calculer la valeur de la célérité du pôle vent. Bon, j'ai même pas lu le nom, c'est moi. Ce qui est important pour moi, c'est ça. C'est que la vitesse, c'est 1 sur ρ fois d. Donc, on m'a donné delta de P, donc je peux calculer T, je connais la masse volumique. Donc, j'ai fait l'application numérique, c'est tout. Donc, là, c'est plutôt un exercice où il faut faire très attention aux unités dans le système international. La masse volumique, c'est le kilogramme par mètre cube. Donc, il faut le laisser en 10 puissance 3. D dans le système international, c'est 0,5 divisé par la pression. La pression, c'est 5 cm de mercure. Il faut la transformer en l'unité internationale de pression qui est le pascal. Donc, 5 multiplié par 1,3, 10 puissance 3 pascal. Je simplifie avec 10 puissance 3. 0,5 sur 5, c'est 10 moins 1. Donc, racine carrée de 10 moins 1 sur 1,3, ça me donne racine de 13. Et racine de 13, il est donné dans l'énoncé. Et ça vous donne 3,6. Et donc, la réponse, c'est la réponse A. Bien. Ensuite, on me dit tout ce que le texte, voilà ce qui est important. Le point M se trouve à 20 cm du cœur et le point N à 80 cm. Donc, c'est quoi la distance entre le point M et N? C'est 60 cm. On me demande de calculer le décalage entre l'arrivée du pôle M et l'arrivée en N, c'est-à-dire le décalage temporel. Je connais la distance, je connais la vitesse, je peux déterminer delta T. C'est D sur V, aussi simple que ça. Donc 6 sur 36, c'est 1 sixième, et ça me donne 0,17 secondes. Voilà, je passe à la question suivante. Là, on vous donne un point M qui se trouve à 1,5 m de la source. Et on a pris, donc là, le document donne l'élongation du mouvement d'une perturbation le long d'une corde. Et voilà, et on vous dit les questions, on va passer aux questions. La perturbation atteint le point M à quel instant? C'est-à-dire à quel instant le point M commence à vibrer. Donc là, il commence à cet instant-là. Et cet instant, c'est combien? Vous avez 0,5, 0,1.
et 0,1, ça fait t égale à 0,05 fois 4, ça fait 0,2 secondes. Donc la réponse, c'est la réponse C. Ensuite, la longueur de la perturbation. Quelle est la longueur de cette perturbation? Pour connaître la longueur, à partir de cette courbe, je peux déterminer juste la durée de la perturbation, qui est 0,05 secondes. Donc, si je connais la durée et on me demande la longueur, je dois connaître la vitesse. Donc la vitesse, c'est quoi? C'est la distance sur le temps. Donc la distance, on m'a dit le point M se trouve à 1,5 mètre. Il commence à vibrer à partir de 0,2 secondes. Donc la vitesse, c'est 1,5 divisé par 0,2, c'est 7,5 mètres par seconde. Je connais la vitesse, je connais la durée de la perturbation. Donc je peux déterminer la longueur de la perturbation qui est, voilà, je connais la durée. Donc la longueur, c'est la vitesse fois le temps et ça me donne 0,375 et c'est la réponse C. Donc voilà, bon, celle-là c'est un peu, peut-être ça va paraître un peu difficile. Ben là, pour la question de diffraction, elle est extrêmement facile. On l'a fait exactement cet exercice, je ne sais pas combien de fois. Tout de suite, dans le brouillon, vous notez la seule formule dont vous avez besoin, c'est θ égale à lambda sur A est égal à L sur 2D. On vous donne lambda 1, D et L1. Et si on utilise une autre longueur d'onde, on vous donne D et on vous demande de calculer L2. Donc là, il suffit de faire L1 égale à 2 lambda 1 fois D sur A. Et L2, c'est 2 lambda 2 fois D sur A, puisqu'on n'a pas changé l'expérience, le dispositif expérimental. Donc vous faites le rapport, vous allez simplifier par 2D sur A. Et donc L2, c'est L1 fois lambda 2 sur lambda 1. Donc on va laisser L1 en centimètres et lambda 2 en nanomètres. Et ça vous donne 2 fois 56 sur 67, ça c'est donné dans l'énoncé, c'est 0,84 et 2 fois 0,84, ça vous donne 1,68 cm. Donc la réponse, c'est la réponse à 68, là faites attention, il faut majorer, hein, c'est 1,7. À 68, c'est très proche de 1,7, donc on vous donne juste un seul chiffre, donc il faut majorer la valeur. Pour les deux radiations, l'écart le plus grand, on vous dit l'écart le plus grand, et vous savez que θ égale à lambda sur A, donc l'écart le plus grand, ça correspond à lambda la plus grande, c'est-à-dire à lambda 1. Donc je dois utiliser la valeur de L1. Voilà, donc θ c'est lambda sur A, mais je ne connais pas A, donc je peux utiliser L sur 2D. Donc est égal à L1 sur 2D, ça vous donne 2 tiers, ça vous donne 6,66 10 moins 3, là aussi il faut majorer, 6,66 c'est 6,7, 10 moins 3, bien sûr, c'est le radian. Et la réponse, c'est la réponse D. Bien, maintenant on va passer au nucléaire. Donc là aussi, le nucléaire, je pense, les questionnaires que j'avais proposés avant le concours sont largement plus difficiles que ceux qu'on vous a proposés. Donc, a priori, ça devrait être fait sans trop de problèmes. Bien, on vous donne le fer est radioactif bêta-. Donc, bêta- c'est E-0, moins 1, 0. Donc, vous avez 26. Donc, Z ici, ça sera 27, parce que 27 moins 1, ça me donne 26. Et A, ça sera 59, parce que E ici, c'est 0. Donc, 59, 27, c'est quoi? C'est le cobalt. Donc, je dois choisir la réponse 59, 27. Donc, c'est pas ici, c'est la réponse D. Hein. C'est la réponse D, au contraire. C'est ça la bonne réponse. Donc 59 et 27 moins 1, ça vous donne 26. C'est bien le cobalt 59, 27. Bien, la valeur de la constante radioactive. Donc là, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît A de T et A de T1 et A de T2. Or, vous savez que A à l'instant T2 est égal à A à l'instant T1 exponentielle moins lambda delta de T. Donc T2, c'est T plus 10. Donc, je peux dire tout de suite A de T1 plus 10 est égal à A de T1 exponentielle T1 plus 10 moins T1, c'est-à-dire 10 fois T1. Ou bien vous faites A de T A0 exponentielle moins lambda T1, A de T plus 10 c'est A0 exponentielle moins lambda facteur de T plus 10, c'est la même chose, mais comme ça c'est plus rapide. Donc l'activité à l'instant T' est égale à l'activité à l'instant T exponentielle moins lambda facteur de T' moins T. Donc je prends T' égale à T1 plus 10 et T1 et ça vous donne directement exponentielle A
à l'instant t1 plus 10 sur a à l'instant t1, c'est exponentielle moins 10 fois lambda, mais on me donne l'inverse, donc exponentielle lambda t, ça sera tout de suite 1,17. Je passe au logarithme, 10 lambda est égal, 10 lambda est égal à log de 1,17, et log de 1,7 sur 10, c'est donné dans l'énoncé, et ça vous donne 0,0157 jour moins 1, ou bien 1,57, 10 moins 2, et c'est bien la réponse D. Il y a trop de réponses. C'est la réponse 1,57, 10 moins 2, c'est la réponse B. Pardon. Donc c'est la réponse B. Faites attention, là c'est les mêmes valeurs, mais comme dans l'énoncé, on vous dit en jour. Faites très attention, c'est en jour. Donc vous voyez deux valeurs identiques, mais l'unité, c'est la réponse B, bien sûr, qui va l'emporter. Ensuite, là c'est un exercice aussi extrêmement simple. À partir de ça, vous allez déduire tout de suite à partir de la conservation de Z et de A, la valeur de Z1 et la valeur de A2. Donc ici, alpha, c'est H. L'hélium 2, 4. Donc l'hélium ici, ça sera Z1, ça sera 84, parce que c'est 82 plus alpha, donc 82 plus 2, ça sera 84. Et bien sûr ici, 208 plus 4, ça sera 212. Donc Z1 égale à 84 et A2, ça sera 208. D'accord? Parce que 208 plus 4 de alpha, ça va me donner 212. Donc Z1 égale à 84, j'ai deux valeurs, et 208, donc Z1 84, j'ai deux valeurs, donc je dois choisir entre A et B. Mais comme ici A, le numéro de masse n'a pas changé, donc automatiquement j'exclus alpha, et la bonne réponse, bien sûr, type d'intégration 1, c'est bêta moins, et ici Z1 égale à 84 et A2 égale à 208. Donc la réponse, c'est la réponse B. Voilà un exercice qui est noté sur, je crois, 7 points. Ça vous paraît peut-être difficile, mais la seule chose qu'il faut savoir tout de suite, c'est cette information. Qu'est-ce que ça signifie? Là aussi, c'est un exercice d'analyse plutôt que de calcul. On vous donne la masse de la roche, c'est 1 tonne. Elle contient 0,5% d'uranium. Donc la première chose à calculer, c'est la masse d'uranium. Si vous avez fait ça, le reste, c'est très facile. Donc la masse d'uranium dans une tonne, c'est 0,5% de M0, et ça vous donne 5 kg d'uranium. Donc une tonne de cette roche contient 5 kg de l'uranium. Bon, le reste, on l'a fait je ne sais pas combien de fois. Pour déterminer le nombre de noyaux, on utilise la relation nombre de mol, c'est le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro, qui est égal à la masse divisé par la masse molaire. Donc le nombre de noyaux, c'est le nombre d'Avogadro multiplié par la masse divisé par la masse molaire. Application numérique, je prends bien sûr la masse de l'uranium divisé par la masse molaire de l'uranium. Et là, faites attention, on vous donne cette valeur numérique dans l'énoncé, elle est là. Voilà, elle est là. Donc vous avez 6,02 divisé par 47, c'est 0,128. Donc ça vous donne 0,128, 10 puissance 26, 23 plus 3. Ça vous donne 1,28, 10 puissance 25. Et elle est où? Elle est là. Donc la réponse, c'est la réponse B. Donc vous voyez, donc déjà, faire attention aussi aux valeurs qu'on vous donne. Ensuite, l'activité de l'uranium à T égale à 0. Bon là, c'est juste une application numérique, c'est lambda fois N0. Bon là, on ne vous donne pas des valeurs pour faire, dans ce cas-là, il faut faire des valeurs rapprochées à mon avis. Donc là, c'est 7 sur 22. 7 sur 22, c'est à peu près un tiers. Et 1 divisé par un tiers, disons, c'est 0,3. Donc ça vous donne 0,3 très proche de 0,3 10 puissance 9. Ou bien 3 10 puissance 8. Le plus proche de 3 10 puissance 8, c'est celle-là. Et donc la réponse, c'est la réponse C. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Bien. Question 38, là je ne sais pas, là aussi je l'ai dit N fois, chaque fois qu'on vous demande l'activité à un instant T, tout de suite cherchez la relation entre T et T1,5. Vous voyez 28, c'est 4 fois T1,5, T1,5 c'est 7, 10 puissance 8. Donc tout de suite A0 est égal, A de T c'est A0 sur 2 puissance N. Lorsque T est égal à N fois T1,5, A c'est A0 sur 2 puissance N. Bon, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois dans les QCM que j'avais proposé avant le concours. Et 1 sur 16, ça vous donne cette valeur-là. Et si ça vous donne 6,25, 10 moins 2 à 0. Donc c'est la réponse D. Et enfin,
Un exercice là aussi très facile. Le noyau se désintègre en noyau fils, type désintégration alpha. Donc il suffit de faire conservation de Z et conservation de A. Donc X, ce sera 88 moins 2, ce sera 86, pardon. Et Y, ce sera 226 moins 4, c'est 220. Donc quels sont les constituants du noyau? Bien sûr, vous avez 86 protons. Donc déjà, j'élimine ces trois-là. Donc je dois choisir entre les deux. Combien de neutrons? C'est bien sûr A moins Z. Donc 222 moins 86, ça vous donne, bien sûr, c'est pas le nombre de neutrons, ça c'est le nombre de nucléons. Donc c'est même pas la peine de faire le calcul. C'est la réponse B. Donc voilà pour la physique. J'espère que vous avez bien travaillé. J'attends vos commentaires. Et bien sûr, en attendant les résultats, soyez tranquilles, passez de bonnes vacances et à très bientôt pour d'autres contributions et surtout très très bonne chance.